Asus a lancé en fin d'année dernière un nouveau NAS spécialement optimisé pour le stockage de données et pour une utilisation de type multimédia, l'AS6404T. Il m'accompagne maintenant depuis plusieurs mois et le moment est donc venu de faire un point complet sur l'opération. Mais avant d'aller plus loin, sans doute est-il préférable de commencer par rappeler ce qu'est un NAS. Alors à la base, un NAS était un serveur de fichiers et donc un serveur dont le seul et unique objectif était de stocker des documents et de les répartir ensuite entre plusieurs ordinateurs connectés au même réseau. Depuis, le concept a pas mal évolué et maintenant un NAS ça sert à faire pas mal de choses différentes. On peut en effet l'utiliser comme serveur d'impression, pour partager une seule imprimante entre plusieurs postes, mais on peut également l'utiliser pour stocker une bibliothèque partagée sur iTunes et là encore la redistribuer entre différents terminaux. Certains l'utilisent aussi comme serveur de téléchargement pour récupérer des distributions Linux sur les réseaux torrent et d'autres vont le transformer en Media Center en passant par des solutions comme Plex ou Kodi. Asus Store de son côté s'est inscrit depuis le départ dans cette dynamique et le constructeur est réputé pour la flexibilité de ses produits. L'AS6404T ne déroge bien évidemment pas à la règle et ce NAS va donc vous permettre de faire pas mal de choses. Mais trêve de bavardage, le moment est venu de nous retrousser les manches et d'attaquer directement avec le design, l'ergonomie et la connectique du NAS. L'AS6404T ressemble à tous les autres NAS de la marque taïwanaise. Il est ainsi doté d'un beau boîtier métallique sombre et d'une façade en plastique composée d'un écran, de plusieurs boutons et de 4 baies de stockage. Il sera donc capable d'accueillir un maximum de 4 disques durs. L'ensemble est solide et inspire confiance. On sent immédiatement que l'AS6404T est fait pour durer. La mise en place des disques est extrêmement simple. Il suffit en effet de tirer sur la poignée des baies pour extraire les racks de leur emplacement. Ensuite, on n'aura qu'à visser les disques à leur structure en utilisant les vis fournies pour les mettre en place. Fidèle à ses habitudes, Asus Store s'est montré extrêmement généreux et le NAS est ainsi livré avec plusieurs jeux de vis pensés pour des disques de 3,5 et de 2,5 pouces. Pas de grosse surprise au niveau de la connectique non plus. L'AS6404T embarque une prise USB 3.0 à l'avant, une prise directement intégrée au bouton de copie rapide. Il suffira ainsi de brancher une clé ou un autre support de stockage à cet endroit et de presser le bouton pour copier en un instant son contenu sur le NAS. Le reste de la connectique est situé à l'arrière et là on va trouver, en plus de l'alimentation, 2 ports USB 3.0, 2 ports Ethernet Gigabit, une prise de sécurité Kensington, une sortie HDMI 2.0 et une sortie audio. L'écran et ses 4 boutons nous permettront d'accéder à diverses informations et options comme l'adresse IP du NAS par exemple ou encore les fonctions de redémarrage, d'arrêt et de mise en veille. Bien sûr, il faudra impérativement se rendre dans ADM pour pouvoir configurer finement l'appareil ou installer de nouveaux modules. Mais cet écran a tout de même pour avantage de nous donner directement accès aux infos usuelles. Asus Store n'a pas apporté de grosses modifications au design de son NAS et ce dernier hérite finalement des lignes de ses prédécesseurs. En revanche, le contenu change pas mal et là on va trouver déjà un Celeron qui sera composé de 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz, des cœurs qui pourront atteindre les 2,3 GHz en turbo boost. Côté mémoire vive, on a 8 Go, mais on pourra monter à 12, et puis surtout, le NAS sera en mesure de gérer un maximum de 48 Teraoctets de données. L'offre est solide et en plus, le constructeur a apporté le plus grand soin à son système de refroidissement afin de le rendre aussi discret que possible. D'après la fiche technique disponible sur le site du constructeur, l'AS6404T consommerait du coup beaucoup moins que l'AS7004T tout en faisant aussi moins de bruit. Concernant la copie, eh bien tout dépendra finalement des fichiers à transférer, mais le NAS atteindra en moyenne les 112 Mbps par seconde en lecture et les 111 Mbps par seconde en écriture sur des fichiers de 5 Go. C'est en tout cas la valeur indiquée sur le site du constructeur et c'est aussi ce que j'ai pu constater sur mon exemplaire de test. Si vous avez écouté attentivement ce qui précède, alors vous savez que l'AS6404T a pour particularité d'être équipé d'une sortie HDMI 2.0 pour faciliter les usages de type multimédia.
Le NAS est en outre homologué 4K, il sera donc capable de lire du contenu en très haute définition sans sourciller. J'ai fait le test chez moi en connectant le NAS à mon écran LG 4K et en lisant une copie d'un de mes Blu-ray 4K, à savoir le monumental Interstellar. J'avais un peu peur que le Celeron ne soit pas en mesure de lire correctement le film, mais il s'en est bien sorti. L'AS6404T sera donc parfaitement capable de remplir la fonction de Media Center. Un NAS n'est évidemment rien sans la plateforme qui l'anime et le moment est justement venu de nous pencher sur la dernière version d'ADM. Et là pour le coup, histoire de faciliter les choses, on va se mettre directement sur le PC et je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme de la AS6404T et surtout ce que vous pouvez en faire. Alors pour accéder au NAS, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'ouvrir son navigateur et de taper ensuite son adresse IP dans la barre d'adresse. L'adresse IP, vous la retrouvez sur l'écran du NAS et ici en l'occurrence on est sur l'adresse IP 192.168.1.18 si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et donc là on arrive directement sur l'écran d'accueil d'ADM et sur le message qui nous avertit, qui nous prévient qu'une nouvelle mise à jour est disponible. Là on peut l'installer en cliquant sur le bouton ou bien annuler et reporter du coup son installation à une date ultérieure, ce que nous allons faire ici pour éviter de perdre trop de temps. Ensuite, vous vous retrouvez face à une interface qui ressemble beaucoup à celle d'iOS, les méchants bugs en moins. Donc en gros, vous avez différentes icônes qui correspondent aux raccourcis de vos applications. Des icônes qui seront réparties sur plusieurs pages différentes en fonction du nombre d'icônes que vous aurez installées, du nombre de modules que vous aurez installés. Ici, on a peu d'outils, donc on est sur une seule page. Ce qu'on peut dire, c'est que chaque module a son importance et nous, bien sûr, on ne va pas passer en revue tous les modules, on va uniquement se focaliser sur les outils les plus importants et donc ceux à connaître. On commence avec le module contrôle d'accès. Alors ce module, il va vous servir à configurer vos différents comptes utilisateurs. Par défaut, on aura le compte admin qui a tous les droits et le compte guest qui est invité qui n'a a priori aucun droit. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez également créer de nouveaux comptes en cliquant sur le bouton ajouter et ajouter un nouvel utilisateur. Mais vous pourrez également créer des groupes qui du coup permettront de mieux ordonner vos users et surtout de mieux répartir les droits entre vos différents dossiers. Plutôt que d'affecter chaque utilisateur au dossier concerné, vous créez un groupe et vous allez l'affecter à un dossier et du coup tous les membres du groupe auront accès au dossier, ça va beaucoup plus vite. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que vous allez pouvoir configurer un domaine sur votre NAS et donc l'inscrire dans un réseau plus large, géré par un serveur de domaine et du coup récupérer après les users du domaine. L'explorateur de fichiers, lui, il correspond finalement à ce qu'on trouve sur Windows et OS X. C'est l'équivalent de l'explorateur Windows et donc c'est l'outil qui va vous permettre de naviguer au sein des différents dossiers, des différents répertoires créés sur votre NAS. Donc ce qui est intéressant, c'est que tous les dossiers de votre NAS vont être regroupés dans l'onglet ADM, mais derrière vous aurez aussi accès aux périphériques externes et donc aux disques durs qui sont branchés sur le NAS, au lecteur virtuel, au dossier SIFS, à la corbeille et au gestionnaire de partage de liens. Donc là, si vous avez des opérations à faire sur vos fichiers, sur vos dossiers, c'est l'endroit où il faut aller. Autre outil très important, l'outil sauvegarde et restauration. Alors à la base, un NAS, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est fait pour centraliser et du coup sauvegarder les fichiers entre plusieurs ordinateurs. Le truc évidemment, c'est qu'un NAS, même s'il est paramétré en RAID 5, ça reste un appareil électronique qui peut être donc fragilisé, qui peut tomber en panne, qui peut même griller. Et du coup, on a la possibilité, grâce à ADM, de configurer des sauvegardes automatiques à partir du NAS. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs plateformes, plusieurs outils, plusieurs solutions supportées. On pourra opter pour une synchro distante en se basant sur le protocole R5 et du coup synchroniser le contenu du NAS avec un serveur distant, le tout en quelques clics. On pourra opter pour une sauvegarde via FTP, pour une sauvegarde interne et donc d'un dossier vers un autre, pour une sauvegarde externe et du coup récupérer les données stockées sur le NAS pour les envoyer ensuite sur un disque dur connecté au NAS. On aura les paramètres liés au OneTouch, la fonction de sauvegarde au OneTouch. Cette fonction, c'est justement celle qui permet de faire la copie d'une clé USB ou d'un disque dur en le branchant directement sur le port USB situé sur la façade du NAS. Donc ici, on va pouvoir paramétrer finement les réglages et du coup définir le mode de transfert à appliquer. On aura trois choix.
on aura la possibilité de désactiver carrément la fonction, ou bien de partir sur un mode de transfert du périphérique USB vers le NAS, ou du NAS vers le périphérique USB. On a aussi tout ce qui touche aux sauvegardes cloud, et là en l'occurrence on pourra synchroniser le contenu du NAS avec Amazon S3, ce qui peut être assez pratique, et puis ici nous avons les paramètres système. On a ensuite le module service, et ce module il est super important, puisqu'il va nous permettre d'activer ou de désactiver les services sur notre NAS. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, avec tout ce qui touche au réseau, évitez de faire n'importe quoi là-dedans parce que sinon vous risquez de bloquer certains services et du coup ça pourrait après provoquer des dysfonctionnements avec votre ordinateur. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici on va vraiment pouvoir paramétrer finement les services activés sur le NAS. On pourra activer et désactiver Samba par exemple, qui est un protocole propre à Windows. On pourra en faire autant avec AFP sur OS X. On pourra aussi activer ou désactiver le NFS, le serveur FTP, et là si vous ne cochez pas la case, eh bien vous ne pourrez pas utiliser votre NAS comme serveur FTP. Là nous avons les options relatives à WebDAV, et après nous avons aussi toutes les fonctions relatives au serveur web, c'est-à-dire que votre NAS, vous allez pouvoir le transformer en serveur web pour stocker par exemple des sites en cours de développement, et si vous voulez le faire, eh bien il faudra activer le service en passant par ce module, par cette option. Après nous avons tout ce qui touche à MariaDB, et donc c'est au système de gestion de base de données MariaDB pour être plus précis. Donc ça c'est un système équivalent à MySQL, tout en sachant que le serveur est généralement plus fiable et plus stable que ce qu'on trouve à côté, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs on pourra aussi télécharger PHPMyAdmin pour le gérer et l'administrer facilement, ce qui peut être assez utile. Après nous avons les options propres au terminal, au serveur R5, au serveur TFTP et au SNMP. Dans les réglages, nous allons pouvoir tout configurer sur notre NAS. Et là encore, il vaut mieux faire attention parce qu'on peut très vite mettre le bazar. Alors ici, globalement, dans l'onglet général, on va pouvoir gérer le port HTTP à utiliser et éventuellement permettre la connexion sécurisée en HTTPS pour sécuriser les échanges de données. Après, nous aurons ici dans l'onglet réseau la possibilité de changer le nom du serveur, mais également de définir sa passerelle, son adresse IP, ses DNS, et même d'activer l'IPv6. Les options liées au VPN se trouvent ici et elles sont très importantes parce que si vous téléchargez des distributions Linux sur les réseaux torrent, vous aurez tout intérêt à sécuriser votre connexion et donc à passer par un VPN pour éviter de vous faire prendre la main dans le sac, ce qui pourrait vous valoir des petits courriers de la DOPI. Donc ici, vous pouvez configurer un VPN sur votre NAS et auquel cas, toutes les connexions sortantes seront sécurisées et passeront par le biais de ce VPN. Après, nous avons les options régionales, tout ce qui est date, heure. Nous avons les options relatives au matos, avec la possibilité de réduire la luminosité des LED, et surtout de programmer leur extinction à des heures données. Après, nous avons les notifs, la gestion des notifs. Là, ici, nous avons ADM Defender, qui est le firewall du NAS. On peut l'activer, le désactiver, autoriser les connexions, les refuser. On peut aussi créer des exceptions, donc ce qu'on peut faire finalement sur tous les firewalls. Après, nous avons un gestionnaire de certificats. Nous avons également l'onglet des mises à jour, ce qui nous permettra de surveiller les éventuelles sorties de nouveaux firmware. Après, nous avons la corbeille réseau, donc ça peut être pratique puisque vous allez pouvoir par exemple lui dire de ne pas supprimer les fichiers à partir d'une taille précise. Donc ça évite de se retrouver avec des fichiers qui disparaissent par mégarde. Là, nous avons les options d'économie d'énergie. Donc par défaut, on a l'économiseur d'énergie qui est activé et vaut mieux le laisser parce que finalement on consommera beaucoup moins d'énergie et le NAS, lorsqu'il ne sera pas sollicité, basculera automatiquement en veille. Après, nous avons les connexions EZ, les connexions manuelles. Donc là, c'est déjà un peu plus particulier, ça permet notamment de paramétrer DNS sur le serveur NAS. Et puis ici, nous avons les options qui nous permettront de réinitialiser le NAS avec les réglages usine. Donc ça peut être utile si vous faites, si vous faites des erreurs, si vous mettez le bazar dans les options de configuration de votre NAS. On passe maintenant au gestionnaire de stockage qui est lui aussi super important puisqu'il va nous permettre de gérer nos différents disques durs. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire dans ce module? Eh bien, on va pouvoir voir déjà les disques durs qui sont mis en place. On connaîtra leur type, leur modèle, leur numéro de série, leur taille et surtout leur état. Donc on saura s'ils sont dégradés ou s'ils sont dans un état correct, ce qui est le cas ici. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on aura deux autres indicateurs qui se trouvent juste à cet endroit-là. L'état nous permettra de savoir si les disques durs se portent bien et la protection des données si on n'a pas un disque par exemple qui est défectueux. Alors ça c'est intéressant parce qu'ici en fait vu qu'on a 4 baies, j'ai configuré le NAS en RAID 5 et du coup ça me permet en fait de faire face à la panne d'un disque. C'est-à-dire que si j'ai un disque qui crame,
je peux le remplacer à chaud sans aucune difficulté et mes données ne seront pas compromises. Donc je vous recommande vraiment de rester en RAID 5 parce que ça peut arriver qu'un disque dur crame. Il faut savoir que sur un NAS, les disques durs sont quasiment tout le temps en activité, donc ils sont très sollicités. Et un disque dur, c'est un composant mécanique qui peut s'user, qui peut s'abîmer. Donc vraiment, faut prendre ses précautions. Et donc on a aussi la capacité totale. Et donc ici, on est sur du 16 Teraoctets, ce qui est plutôt correct. Et puis on a le système de fichiers qui est affiché ici. Après, on a 3 onglets pour gérer les disques et connaître leur température. L'ICSCI et le ICSCI Lune. Alors ces deux options, je ne vais pas vous mentir, je ne les ai jamais utilisées, donc je préfère ne pas vous raconter n'importe quoi et passer dessus. Et on finit avec l'app centrale qui est la pépite d'ADM, si je puis dire. Alors pourquoi pépite? Eh bien tout simplement parce que l'app centrale, comme son nom le laisse plus ou moins entendre, c'est une boutique d'applications qui va vous permettre de personnaliser intégralement votre NAS et du coup d'installer des modules qui vont vous permettre de modifier son comportement et finalement de le paramétrer, de le configurer à votre image et selon vos besoins. Donc on a dans cette colonne différentes rubriques. Ici on va pouvoir voir les applications installées. Donc j'ai installé Plex pour tester justement les fonctions relatives à la 4K. On a un autre onglet pour les mises à jour et là on verra apparaître toutes les mises à jour dispo pour nos applications. Ici nous avons une option installation manuelle qui nous permettra de charger un fichier APK récupéré sur un site ou développé par un copain et du coup d'installer des programmes ne figurant pas forcément dans l'app centrale. Donc ça, c'est utilisé avec parcimonie, il ne faut pas installer n'importe quoi. Si vous installez un fichier APK, c'est comme sur Android, il faut être sûr de son authenticité et surtout de sa provenance parce qu'on a beaucoup de malware, malheureusement, qui sont transmis par ce biais-là. Nous avons ici le journal, donc en gros, il nous explique, il nous liste toutes les modifications qui ont été apportées au NAS. Donc là, je vois que j'ai installé Plex le 6 avril à 14h47. Nous avons les réglages, donc qui nous permettent de gérer en fait les mises à jour, la fréquence d'installation des mises à jour. Et puis après, nous avons dans cette partie toutes les applications et toutes les thématiques d'applications disponibles sur l'app centrale. Alors j'ai pas toutes vous les lister, mais on a quand même beaucoup de choses. On va pouvoir par exemple installer Avast, donc un antivirus. On va pouvoir aussi mettre en place, ah oui, ça c'est pas mal. L'outil Data 5, il est dispo pour Dropbox, pour OneDrive, pour Google Drive. Il va vous permettre en fait de synchroniser votre dossier cloud avec votre NAS. Donc ça c'est plutôt pratique pour récupérer et centraliser finalement tous ces fichiers, toutes ces données au même endroit. Nous avons après l'outil Drupal qui vous permettra de déployer facilement un Drupal sur le NAS. Donc ça peut être pratique quand vous voulez tester un site ou bien installer en fait un site en cours de développement et pouvoir du coup le gérer en local sans avoir à passer par un ordinateur. Après nous avons quoi d'autre? Nous avons alors, iTunes Server, donc ça risque de plaire aux croqueurs de pommes puisque ça va vous permettre de déployer un serveur iTunes sur votre NAS et du coup après de récupérer votre bibliothèque musicale un peu partout sur vos différents terminaux. Donc ça c'est quand même assez sympa. Ensuite, nous avons LibreOffice, donc ça c'est une suite bureautique libre que vous devez sans doute connaître. Après, on va aussi trouver Molotov TV, donc ça c'est très sympa quand on utilise son NAS dans un cadre Media Center, qu'il est directement connecté à au téléviseur, parce que du coup on va pouvoir profiter du service Molotov TV sur son téléviseur, donc ce qui est pratique quand vous n'avez pas une TV connectée à la maison. Après, vous avez aussi... Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ah, bien sûr, OneCloud. Alors, OneCloud, c'est un peu l'équivalent de Dropbox, mais en version libre et locale. Donc, en gros, vous allez pouvoir déployer directement votre solution de stockage dans le cloud, sans avoir besoin de passer par un serveur tiers, et le tout sera stocké sur votre NAS, qui est quand même assez sympa. On a PHPMyAdmin, j'en parlais tout à l'heure. Plex, bien sûr, l'incontournable Plex, qui vous permettra de transformer vraiment votre NAS en Media Center. Popcorn Time, donc là encore à utiliser avec parcimonie, parce que si vous ne passez pas par un VPN, vous pouvez vous faire choper assez facilement. Popcorn Time est un outil vraiment dingue, vraiment extraordinaire, mais il s'appuie sur les réseaux torrent, des réseaux qui sont très surveillés par les ayants droit. On pourra aussi télécharger et installer PostgreSQL, PrestaShop, QBTorrent pour télécharger des torrents. Et puis on a RetroArch, on a Ruby, on a finalement pas mal d'outils. On a de quoi faire, on pourra même installer Spotify si on veut, ou SourceGood.
Donc c'est vraiment l'App Central, c'est vraiment je dirais la clé de voûte d'ADM, parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on va pouvoir personnaliser l'expérience et du coup obtenir un NAS à notre image. Et voilà pour ce tour d'horizon de la S6404T. Alors c'est sûr, j'oublie sans doute plein de choses, mais au moins cette vidéo vous permettra de voir ce qu'il est possible de faire avec ce NAS. Et le NAS en question, comme on l'a vu, il ne manque pas de répondants, il est très bon au niveau de la copie de fichiers, mais il est aussi capable de transcoder des fichiers en haute définition sans la moindre difficulté. Si vous recherchez du coup un NAS polyvalent capable de faire office de serveur de fichiers et puis de temps en temps lancer le Media Center, alors ce produit est clairement celui qu'il vous faut. Et sa véritable force, de mon point de vue, c'est sa flexibilité. Grâce à ADM et à sa boutique d'applications, on peut vraiment faire ce que l'on veut de ce NAS. On peut en faire un serveur de fichiers, on peut en faire un serveur web, on peut en faire un serveur de téléchargement torrent, on peut aussi l'utiliser pour stocker toute une bibliothèque numérique et y accéder ensuite depuis les différents terminaux connectés sur le réseau grâce à des solutions comme Plex par exemple. Et pour moi c'est une bonne chose parce que finalement ce NAS il répond à différentes problématiques. Il s'adresse donc aussi bien aux particuliers à la recherche d'une solution de Media Center maison qu'aux professionnels désireux d'avoir une solution puissante et flexible pour stocker toutes les données de leur entreprise. Alors c'est vrai, Asusor n'a pas révolutionné le genre, l'AS6404T est finalement assez proche des modèles précédents, mais il apporte tout de même de précieux ajouts au niveau de la fiche technique, des ajouts qui méritent du coup qu'on s'y intéresse. Bref, je vais m'arrêter là, comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne. Pour le reste, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!